Jean-Marc Daniel, bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'ESCP. Alors, Donald Trump déclare la guerre commerciale aux Chinois. Il va surtaxer toute une série de produits en provenance de Chine. Donald Trump estime que l'Amérique se fait avoir dans sa relation commerciale avec la Chine. Est-ce qu'il a totalement tort quand il affirme ça ? Alors, totalement tort, probablement pas. C'est-à-dire qu'on peut faire trois constats. Le premier constat, c'est que le commerce entre la Chine et les États-Unis est très déséquilibré. C'est-à-dire que les États-Unis sont de toute façon en déficit commercial assez marqué, et l'essentiel de ce déficit commercial est porté par l'importation de produits chinois. Les Chinois vendent 4 fois plus aux Américains que les Américains ne vendent aux Chinois. Donc, c'est quand même pas équilibré. Donc, c'est pas équilibré, et donc on peut considérer que ce déséquilibre n'est pas tout à fait normal. Il y a quelque chose qui est un peu artificiel. Le deuxième élément, c'est qu'il accuse les Chinois d'être en position de copier systématiquement les technologies américaines. Alors là, c'est plus ou moins vrai. Ils copient beaucoup, mais beaucoup de pays se sont positionnés dans cette situation de ce qu'on appelle en économie des imitateurs. Et fondamentalement, c'est pas un problème de pays. C'est-à-dire que toute entreprise qui est à l'avant-garde suscite très rapidement de la part de ses concurrents le besoin d'imiter. Mais Jean-Marc Daniel, on sait très bien que quand une entreprise chinoise vient en Europe ou aux États-Unis, on la laisse prospérer. En revanche, les Américains ou les Européens, s'ils veulent aller en Chine, il faut qu'ils s'associent et en gros qu'ils donnent leur technologie aux Chinois. C'est vrai ou pas vrai? Oui, alors ça c'est vrai. Donc ça c'est le troisième point, c'est-à-dire que les Chinois donnent l'impression de ne pas jouer le jeu à égalité avec les autres partenaires commerciaux. C'est-à-dire qu'ils sont très exigeants pour les gens qui viennent s'implanter chez eux. En revanche, ils essaient de jouer au maximum de la liberté que l'on a dans les pays occidentaux. Et donc il y a une forme de déséquilibre dans les rapports, non seulement les rapports commerciaux, mais aussi dans les droits des uns et des autres. J'ai des questions précises. Est-ce qu'au fond, les Allemands, quand ils ont vendu le TGV aux Chinois, ils leur ont expliqué comment on faisait un TGV? Est-ce que nous, quand on vend une centrale nucléaire aux Chinois, on leur explique comment fabriquer une centrale nucléaire, et ensuite ils vont nous concurrencer de la même façon? Est-ce qu'on n'est pas en ce moment en train de leur expliquer comment fabriquer des avions de ligne, et demain, les Chinois, dans quelques années, viendront nous concurrencer Airbus ou Boeing? Oui, alors c'est évident que c'est une menace, mais cette menace, pour moi, est relativement positive, parce que ce qu'on reproche finalement aux Chinois, c'est d'être nos futurs concurrents. Ouais. Et donc derrière tout ce discours, il y a un discours de méfiance vis-à-vis de la concurrence. Alors de la part des Américains, c'est assez surprenant. De la part des Français, on a toujours vécu dans l'idée qu'on avait des champions nationaux, qu'on devait vivre à l'abri, sinon de frontières douanières, du moins d'un certain nombre de protections liées à la loi, à l'intervention de l'État, à une dimension politique industrielle. Or, derrière ce discours contre la concurrence, il y a effectivement le constat d'une menace immédiate, mais on oublie qu'une fois que la concurrence est installée, le consommateur, qui est quand même l'objectif ultime de l'économie, en bénéficie. Si les Chinois se mettent à fabriquer des avions, eh bien le prix des avions va baisser. On le voit sur l'acier, qui est au centre, qui est une des composantes, c'est de moins en moins au centre d'ailleurs du discours de Donald Trump. La présence des Chinois sur le marché sidérurgique a considérablement fait baisser le prix de l'acier, et les industries automobiles disent surtout arrêtez de vous mêler de ça, parce qu'en faisant baisser le prix de l'acier, ça nous permet à nous d'être de plus en plus compétitifs et de gagner de plus en plus de clients. Donc oui, vous dites mettre des taxes, ça renchérit les coûts et in fine ça affaiblit votre industrie. Il n'empêche, est-ce que les règles du jeu sont véritablement équitables? Est-ce que les Chinois ne pratiquent pas la préférence nationale et donc nous empêchent, nous, d'aller en Chine, d'aller concurrencer, d'aller se positionner, ou à moins de leur donner toutes nos technologies? Est-ce qu'il n'y a pas est-ce qu'on n'est pas naïf? C'est la grande suspicion qu'on a dans ces relations. On n'arrête pas de penser qu'on est naïf, c'est-à-dire... Les idiots du village. Les idiots du village, c'est Hubert Védrine qui dit que les Européens sont les idiots du village mondial. Et donc, parce que effectivement, on a une politique de concurrence, et les autorités européennes, notamment au niveau de Bruxelles, défendent systématiquement la concurrence. À titre personnel, je pense que la concurrence ne doit pas être un souci. C'est un outil qui est utile, qui permet à la fin, effectivement, aux consommateurs d'en bénéficier. Mais ça suppose qu'on ait des entreprises qui soient très, très réactives. C'est-à-dire des entreprises qui soient capables en permanence de se remettre en cause et qui voient bien que l'arrivée des Chinois, ça va être pour elles la fin d'un certain confort. Alors, est-ce qu'il ne faut pas s'inquiéter? Donc j'ai compris, vous dites après tout, il faut que chacun soit le meilleur, et à la fin, le meilleur produit triomphera. En revanche, ne doit-on pas s'inquiéter quand on voit que les Chinois rachètent le Club Med,
qu'ils sont devenus, les Allemands la viennent de découvrir, en l'espace d'un week-end, les Chinois sont devenus le premier actionnaire de Daimler, que Mercedes, enfin, l'icône allemande, est petit à petit en train de devenir chinoise, que PSA aussi est à moitié, enfin pas à moitié, Accor également, ils sont en train de grappiller toutes nos plus belles entreprises. Il faut laisser faire ou s'en inquiéter? Alors, c'est pareil, là aussi, on peut considérer qu'il faut laisser faire, parce que c'est la liberté de circulation des capitaux. On peut se demander pourquoi est-ce que ces entreprises sont à vendre. Pourquoi est-ce que, parce qu'ils achètent ce qui est à vendre, ils achètent des entreprises si ces entreprises sont à vendre. En Allemagne, c'est un peu curieux, parce que l'Allemagne est un pays qui a énormément d'épargne, et on pourrait considérer effectivement qu'une entreprise qui a des difficultés pour se financer trouve assez naturellement et assez rapidement l'épargne dont elle a besoin sur son marché intérieur. En France, on a clairement un problème, on le voit bien, qui est de sous-capitalisation de nos entreprises, et de fait que assez peu de gens dans la population se portent vers la bourse. Il y a de moins en moins d'actionnaires, il y a de moins en moins de gens qui ont envie de placer leur épargne auprès des entreprises, et donc il est assez naturel que cette épargne, puisque nous on la mobilise pas en interne, vienne de l'extérieur. D'ailleurs, nos dirigeants n'arrêtent pas de dire il faut que nous soyons attractifs. C'est toute la contradiction de la politique attractif, actuelle. Ça veut dire attirer les actionnaires. Il faut attirer des gens de l'étranger, et une fois qu'ils arrivent, on dit ah mais finalement vous avez le mauvais passeport. Vous avez le mauvais passeport, on veut pas de vous. Souvenez-vous quand on a vendu l'aéroport de Toulouse, on a dit il faut vendre les aéroports, il faut que l'État soit en capacité effectivement de dégager un peu de cash. Et puis quand les Chinois sont présentés, ils disent non mais surtout pas eux, ils vont espionner Airbus qui est à côté. Quand les Chinois s'invitent chez Accor, quand ils s'invitent chez PSA, ça veut dire que les salariés travaillent, que les bénéfices, les dividendes vont partir en Chine. Ça veut dire que nous devenons des salariés pour les nouveaux maîtres chinois. Absolument. Et ça n'a de sens que si nos entreprises, elles, sont capables d'aller investir à l'étranger et si les salariés d'autres pays, y compris les salariés chinois, travaillent pour nous. Vous regardez ce qui se passe, on voit beaucoup les salariés chinois qui bénéficieraient, l'épargnant chinois qui bénéficierait de façon claire et nette des investissements réalisés en France. Et ce que ne voit pas souvent le chinois, c'est qu'il travaille beaucoup pour le japonais. C'est-à-dire que celui qui détient le monde à l'heure actuelle, c'est plutôt le japonais ou l'allemand, parce que ce sont des pays qui épargnent depuis longtemps, qui achètent des entreprises à l'extérieur depuis longtemps, qui sont en plus de plus en plus vieux. C'est assez pathétique dans le cas du Japon, qui est devenu véritable. Ce sont des pays d'épargnants et qui donc placent leurs économies dans des entreprises. Dans des entreprises dans d'autres pays. L'américain et le chinois travaillent beaucoup en fait pour le japonais. Alors on le voit en tous les cas, en Europe comme aux États-Unis, il y a cette méfiance légitime ou non, en tous les cas elle est réelle, à l'égard de cette intrusion des Chinois qui n'existait pas. Il y a 20 ou 30 ans, les Chinois étaient un peu hors jeu sur le terrain économique. Du point de vue chinois maintenant, est-ce qu'ils estiment qu'il est normal, que leur temps est arrivé, qu'après tout c'est le pays le plus peuplé de la Terre et qu'il doit logiquement être la première puissance économique mondiale? Je crois que les Chinois ont deux lectures de ce qui se passe et de ce qu'ils sont en train de faire. La première, c'est qu'effectivement, ils sont un quart de l'humanité, ils sont une population très nombreuse et une population qui est encore sur le plan économique avec un pouvoir d'achat, un standard de vie qui n'est pas celui de l'Occident ou du Japon. Donc il leur paraît normal qu'effectivement, on leur laisse la possibilité de se développer. Et puis la deuxième chose, c'est qu'ils pensent qu'au XVIIIe siècle, ils étaient dans les pays dominants, dans les pays les plus prospères. Ça, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ouais, ils étaient effectivement des grandes puissances économiques du XVIIIe siècle et ils ont été brisés, cassés au XIXe siècle, singulièrement par les Anglais. Et donc, quelque part, tout ce qu'ils appellent les traités inégaux, tout ce qu'ils appellent toute cette politique européenne à leur égard, et singulièrement les Anglais, le traité de Nankin qui les obligeait à acheter une certaine quantité d'opium, c'est-à-dire l'État anglais s'était fait trafiquant de drogue au détriment de la population chinoise. Toute cette période-là, ils considèrent qu'il faut l'effacer. Alors, pas forcément de façon violente, ils n'ont pas l'intention de débarquer au Royaume-Uni ou plus généralement en Europe pour prendre leur revanche, mais ils considèrent qu'ils ont une sorte de droit de tirage historique sur le reste du monde et qu'il est tout à fait normal qu'on les laisse faire et qu'on les laisse agir et il est absolument absurde de les critiquer. Il y a une petite revanche historique, tension commerciale. On ne peut pas imaginer que ça dégénère en simili-guerre froide, un peu, non, ces relations avec la Chine parce qu'on n'aime pas les nouveaux venus qui viennent perturber votre petit confort douillet que vous vous êtes fabriqué. Alors ça peut dégénérer, sauf que leur ennemi dans cette vision un peu historique, ce ne sont pas les États-Unis. C'est-à-dire que quand Nixon avait noué des relations qui avaient paru à l'époque assez étranges avec Mao Tse-tung, c'est-à-dire avec l'ennemi rouge, sachant que pour les communistes chinois, les États-Unis c'était l'impérialisme américain, et ils avaient fait un constat, c'est que fondamentalement les États-Unis et la Chine ont un peu historiquement les mêmes ennemis, les Européens, les Anglais, le Japon, et donc en version un peu géopolitique, la guerre froide avec la puissance dominante que sont les États-Unis n'est pas forcément à l'ordre du jour.
Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Daniel, donc économiste, professeur à l'ESCP Europe. Et vous l'avez dit, c'est à nous retrousser les manches pour nous imposer dans ce jeu mondialisé. Merci, vous restez avec nous. Tout de suite, c'est dans l'air.